Donc, bonjour à toutes et à tous. Je remercie Handipact et puis Occitanie, puis le FIPHFP, voilà, d'avoir choisi l'Université de Montpellier pour réaliser ce colloque. Donc, je vais prononcer quelques mots au nom du président Philippe Auger. Donc, je suis Agnès Fichard-Carole, je suis vice-présidente formation et vie universitaire de l'Université de Montpellier et je suis référente handicap de l'université depuis quelques années. C'est un véritable honneur pour l'Université de Montpellier de vous accueillir ici pour ce colloque particulier, donc autour de ce qui s'appelle « Anticiper et accompagner le retour à l'emploi d'un agent pendant ou après un cancer ». Un honneur car nous sommes résolument engagés auprès des personnels et des étudiants. Évidemment, je parle aussi un peu des étudiants qui éprouvent des difficultés de quelque ordre que ce soit, notamment dans le cadre de notre plan qualité de vie au travail. Vous avez la vice-présidente responsabilité sociale, Julie Boichet, qui est présente ici de l'université, ou de notre schéma directeur handicap, j'ai le plaisir de porter avec la direction vie des campus. Et on est soucieux d'offrir à nos personnels et à nos agents, et nos étudiantes et étudiants, des conditions de vie et d'études qui leur soient les plus favorables possibles, les plus agréables possibles. Simplement, l'Université de Montpellier, pour vous dire un petit peu très rapidement, c'est une université qui fait du droit, de l'éco, de la gestion ou des sciences, de la technique et de la santé. C'est les deux grands domaines de formation. On a 50 000 étudiants et 5 000 personnels. C'est un honneur aussi d'accueillir ce colloque FIPHFP sur cette thématique particulière qui est particulièrement importante et qui reste encore largement taboue. Les questions qu'on se pose en tant que collègue, en tant que manager sont nombreuses. Est-ce que je dois faire comme si de rien n'était? Est-ce que je dois accorder une attention plus particulière ou est-ce que je vais trop loin dans mon accompagnement? Et puis, évidemment, les questions et les doutes de la personne qui est atteinte d'un cancer ou qui revient, eh bien, sont plus nombreux encore. Est-ce que je vais y arriver? Pourquoi ils agissent encore comme si j'étais malade? Et est-ce que je vais pouvoir progresser dans ma carrière? Évidemment, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent, des perspectives qui sont souvent bien plus compliquées. Je pense par exemple à la reprise du travail, qui peut être un élément qui participe aussi au rétablissement. Donc, en quoi ça participe au rétablissement? Je pense que vous aurez l'occasion d'aborder cela. Et puis, des interactions parfois qui se veulent bien intentionnées, mais qui en fait peuvent être aussi très maladroites. Donc, des postures aussi pour les personnes qui sont collègues ou managers qui peuvent être un petit peu compliquées. Je suis certaine que vos échanges ici seront fructueux et très intéressants. Et je vous prie de m'excuser, mais c'est aujourd'hui la journée sans doute la plus importante de ma fonction de vice-présidente formation et vie universitaire, avec une commission qui doit voter les capacités d'accueil à l'université. Donc, je ne pourrais pas rester avec vous, mais ça me fait grand plaisir d'avoir un amphi qui ne correspond pas tout à fait aux amphis que j'ai l'habitude d'avoir. Et je pense qu'il va être beaucoup plus attentif voilà, dans les échanges qui auront lieu. Je voudrais simplement remercier ici les équipes d'accompagnement de l'Université de Montpellier. Vous avez des personnes du service de médecine, donc médecins, infirmières, merci beaucoup d'être présents ici. Je voudrais remercier la DRH. On a une représentante de notre DRH ici et particulièrement la direction vie des campus et ses services. Donc le service social, la responsable du service social est présente dans cette salle, l'assistante sociale également, le service QVT et puis bien entendu le service en diversité qui est venu également. Le service en diversité, c'est le service qui s'occupe des personnes en situation de handicap, qu'elles soient étudiantes ou personnelles au sein de l'université. Et je voudrais adresser un remerciement tout particulier à Florian Bergone. Le pauvre, c'est lui qui organise tout, donc il est vite parti ranger la salle, voilà, mais c'est vraiment grâce à lui qu'on a pu organiser tout ça. Donc un très grand merci à lui, ainsi qu'à la DSIN qui nous filme. Alors j'espère que j'ai le bon profil, là, ça va ou non? Ouais. Et à notre DSIN, et puis à la Faculté des sciences qui nous accueille, puisque c'est un amphithéâtre de la Faculté des sciences, qui est une composante de l'Université de Montpellier. On a 16 composantes au total. Voilà. Je vais vous souhaiter un très bon colloque, une très bonne journée. Et puis, merci à nos partenaires voilà, que nous sommes contents d'accueillir.
Merci beaucoup merci beaucoup pour ce mot d'accueil. On est ravis de faire ce colloque à l'Université de Montpellier. On continue cette petite introduction et ces propos liminaires. Et je laisse la parole à Marc et Caroline du FIPHFP que vous connaissez bien. Donc nous allons avoir un petit propos introductif à deux voix avec Caroline Mauvigné et moi-même, donc Marc de Dumas. Je suis DTH, donc directeur territorial handicap pour le FIP en région Occitanie. Et je souhaitais en premier lieu remercier l'université pour nous donner l'occasion donc de organiser conjointement cette manifestation sur un thème qui nous importe beaucoup et qui était notre thème de travail cette année au sein donc, du FIP Occitanie à travers le Handipact. Et voilà, je vais revenir sur donc, mes remerciements donc, à vous, Madame Agnès Fichard-Carole, donc vice-présidente, et également des remerciements donc, à l'ensemble des personnes qui ont participé à organiser cette manifestation. Et je pense en particulier à Florian, qui n'est pas là pour l'instant. Alors peut-être quelques mots de contexte et pour poser un peu le cadre et vous donner des éléments de contexte et environnement. Pour tout d'abord parler un peu du FIP dans ses grandes lignes, puisque le FIP est un établissement qui est à la veille de son 20e anniversaire, puisqu'il est créé par la loi donc, du 5 février 2005, et nous fêterons l'année prochaine nos 20 ans, et un certain nombre de réjouissances se préparent pour fêter cet anniversaire. Donner également donc, des éléments un peu chiffrés pour donner une mesure, en tout cas, de ce que représente le FIP, à la fois au niveau national et en région. Le FIP, c'est, l'an passé, 110 millions d'euros donc, de dépenses engagées pour accompagner des personnes en situation de handicap à travers des dispositifs d'aide qu'on appelle direct ou indirect. Et pour nous, en région Occitanie, c'est près de 10 millions d'euros qui sont engagés. L'an dernier, c'était 5,4 millions d'aides directes qui ont été mobilisées. Donc tout cela au bénéfice d'à peu près 25 000 personnes en situation de handicap dans les 3 fonctions publiques. Ces aides que mobilise le FIP, donc je vous disais, c'est à travers des dispositifs d'aide directe et indirecte. Les aides directes, c'est notamment un catalogue d'aides que chaque employeur ici présent peut-être mobilise et mobilise. Et on va en dire un mot, ou Caroline en dira un mot, puisque des évolutions sont attendues. C'est un autre dispositif qui est le conventionnement, puisque tout établissement d'une certaine taille peut conventionner avec le FIP, et ce conventionnement a sensiblement évolué avec une simplification donc, qui a eu lieu en 2022, et on est à l'aube à nouveau d'une nouvelle simplification donc, du conventionnement pour aider, faciliter et encourager les employeurs à conventionner. Je continue, ou tu parles un peu du catalogue et des partenariats? Alors, juste un autre mot de liaison. Donc voilà, donc le FIP intervient donc avec des modalités directes et des modalités indirectes, donc qui sont à travers des partenariats. Ces partenariats sont nombreux, ils transitent pour un certain nombre d'entre eux via la GFIP qui est ici présente, donc que je salue, avec son directeur régional, ou des partenariats autres, dont certains donc, sont en lien direct avec l'université. Donc Caroline, je te laisse la parole sur différents sujets. Bonjour à tous et à toutes, je suis donc Caroline Mauvigné et je suis chargée de mission pour la recherche, la formation et l'innovation. Et donc le FIP a plusieurs partenariats, dont celui avec France Université, dont je voulais parler aujourd'hui, qui s'articule autour de 5 objectifs, qui est la promotion du conventionnement entre le FIP et l'université en tant qu'employeur, pour les accompagner dans la mise en place d'une politique handicap,
c'est renforcer l'accompagnement des doctorants et des stagiaires par la mobilisation des aides du catalogue et une meilleure mobilisation de ces aides. C'est aussi renforcer l'information des étudiants sur l'insertion professionnelle et les dispositifs particuliers spécifiques pour entrer dans la fonction publique quand les étudiants sont en situation de handicap. Le quatrième objectif, c'est développer et valoriser les travaux de recherche sur le handicap et l'emploi public. Et le dernier objectif, c'est accompagner les universités dans l'accessibilité numérique. On a un autre partenariat avec l'Agence mutualisée des universités et des établissements supérieurs, l'AMU, pour justement renforcer l'accessibilité des applicatifs métiers et l'accompagnement et l'accessibilité des programmes de formation. Par rapport aux partenariats un peu plus larges qui sont portés par le FIPHFP au niveau national, j'en mettrai deux en évidence. Il y en a un avec le Nouvel Institut sur travail et cancer à la loupe du cancer du sein, dans les collectivités territoriales, avec une expérimentation sur un nouveau modèle de maintien dans l'emploi. Et je finirai par un partenariat qui est en cours avec l'Hôtel Dieu, porté par deux médecins, une oncologue, le professeur Anne-Catherine Piketty, et un médecin du travail, Linda Bencefacola, sur le retour à l'emploi quand on a un cancer et sur l'insertion des jeunes atteints d'un cancer dans la fonction publique. Voilà. Je laisse la parole à... L'évolution du catalogue. Ah oui, sur l'évolution du catalogue, excusez-moi. Donc, en 2025, il y aura 3 évolutions. Une sur les aides aux prothèses auditives avec un élargissement de la prise en charge des accessoires. Sur l'aide relative au déplacement et puis sur la préconisation médicale pour l'aide au déplacement qui sera pour l'aide au déplacement pour l'auxiliaire de vie dans le cadre de la vie professionnelle, où la prescription médicale sera rallongée et sera à 3 ans. Donc, ces évolutions du catalogue seront donc effectives au 1er janvier 2025. Elles ont été votées en comité national en octobre et donc seront dans le prochain catalogue des aides au 1er janvier 2025. Et puis, ah oui, il y a un programme Handitalent sur lequel je voulais revenir aussi, qui a été lancé pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui concerne, comme l'a dit la vice-présidente, l'évolution de carrière des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc là, c'est une expérimentation qui est financée par le FIPHFP avec la DGAFP qui concerne 60 agents en situation de handicap de catégorie A, B, C. Donc, c'est les accompagner avec un coaching et un accompagnement personnalisé pour qu'ils puissent accéder à des postes supérieurs. Voilà. Merci beaucoup. Un mot complémentaire sur 2 sujets. Je souhaitais parler du Handipact Occitanie, qui est un dispositif par lequel le FIP propose à des employeurs et à un ensemble d'interlocuteurs donc de se mettre en interaction pour s'enrichir sur des sujets qui sont utiles à des situations donc, de maintien ou d'insertion donc, des personnes en situation de handicap auprès d'employeurs publics.
Ce Handipact Occitanie, c'est la 4e génération que nous avons renouvelée cette année. Donc nous terminons la programmation aujourd'hui de la première année avec ce colloque cancer et travail. Et juste, donc nous allons communiquer très prochainement, donc début janvier, sur la programmation de l'année prochaine. Mais je vous souhaitais souligner une particularité pour la région Occitanie, qui est qu'on s'attache à produire chaque année un ou plusieurs outils sous la forme d'un guide, d'un kit, qui a un caractère d'utilité, entre guillemets, universel, collectif, pour l'ensemble du territoire national. Et nous avons déjà donc réalisé 4 guides, donc je vais un peu les rappeler. Donc un kit sur la PPR, un kit ou guide sur la retraite des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, un guide sur le maintien, dont nous nous apprêtons donc à officialiser la 3e version, et nous avons reçu hier la copie corrigée par la DGAFP, donc on en fera la promotion en début d'année prochaine. Aujourd'hui, donc, on officialise un petit peu ce guide cancer et travail, dont la publication interviendra, Pierre va le préciser, donc je ne m'avance pas trop, mais incessamment. Et avec à la programmation donc, de l'année prochaine, on se donne comme objectif de travailler sur un thème qui est utile à tous, bâtir et mettre en œuvre une politique handicap dans la fonction publique en incluant le conventionnement FIP. Et l'idée est d'associer 2 idées, donc d'aider, d'accompagner un employeur à construire une politique handicap donc en se dotant d'outils méthodologiques simples mais qui ont fait leurs preuves, et ensuite comment décliner cela avec un conventionnement FIP, les deux pouvant être liés ou non. Voilà, et je le disais en préambule, nous nous apprêtons donc à officialiser le 20e anniversaire du FIP, pour lequel il y aura donc une manifestation qui sera organisée le 5 février 2025 à Paris, et de nombreux établissements également vont faire ou organisent des actions. Le FIP, pour cela, donc, lance un Tour de France pour son 20e anniversaire. En région Occitanie, ce Tour de France fera son étape le 4 novembre. Je ne sais pas où encore, donc je cherche une structure qui pourra nous accueillir. Avec le lancement pour cette manifestation de trophées emploi public et handicap. Donc je vais en dire 2 mots, et puis de toute façon on va communiquer en janvier et au-delà. L'idée c'est d'avoir une rencontre qui se fera autour de deux axes. Un premier, donc une table ronde avec des témoignages d'employeurs, de personnalités, donc sur la politique handicap, comment est-ce qu'elles l'ont mise en œuvre, comment est-ce qu'elles l'ont vu évoluer au cours de ces années. Et puis un trophée emploi public handicap, par lequel on va solliciter tous les employeurs publics d'Occitanie sur des actions qu'ils ont pu mener, des actions qui ont un caractère innovant, qui ont un caractère qui peut être essaimé, sur 4 items. Donc je voudrais les lister simplement. Recrutement, apprentissage, maintien dans l'emploi, parcours professionnel, aménagement et reclassement, 2e thème, l'accessibilité numérique, l'accessibilité universelle et communication, sensibilisation et partenariat. Donc voilà, 4 sujets sur lesquels les employeurs seront invités à proposer donc les actions qu'ils ont menées, en faire part, les partager et puis participer donc à cette action. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire avec Caroline. Remercier à nouveau l'université de son accueil, l'ensemble des personnes donc, qui ont construit cette manifestation, Florian, Pierre et l'ensemble des intervenants, et puis également toutes les personnes qui sont venues et qui viennent témoigner, à chacun, tous mes remerciements.
Donne-moi tes papiers. Merci à toutes et à tous pour ces mots d'intro. Je vais finir ces propos préliminaires juste pour vous présenter en fait la feuille de route 2025 du Handipact pour vous donner un petit peu à voir les différentes thématiques qu'on va aborder tous ensemble. Avant de commencer, juste un petit mot, moi aussi, de remerciement évidemment à tous les intervenants, à vous qui êtes présents. Vous venez de toute la région Occitanie. On a même des personnes qui viennent de Paris, de Grenoble. Enfin voilà, ça vient d'un peu partout finalement dans cet amphithéâtre. Donc écoutez, voilà, on est content de vous voir nombreux et on espère que ce colloque répondra à vos attentes. La feuille de route 2025, évidemment, on vous enverra une petite feuille avec l'ensemble des liens pour vous inscrire d'ici quelques jours, quelques semaines. On a encore quelques petites bricoles à régler, mais ça vous donne un petit peu à voir sur les thèmes de travail qui arrivent. Donc, on aura, comme d'habitude, des réunions plutôt à destination des référents, des correspondants handicap, où on essaiera de vous présenter notamment un guide, celui dont a parlé Marc, sur le sujet du reclassement statutaire des agents en situation de handicap, qu'on a retravaillé avec Gérézo, qui a été relu par la DGAFP. Donc, on arrive sur un guide qui est quand même assez conséquent, très juridique, mais bon, il faut aimer. Donc, on vous le présentera dans le cadre d'un webinaire dédié qui aura lieu en janvier. On vous parlera aussi du FALC, le facile à lire et à comprendre. Vous savez, on avait fait un podcast cette année en juillet dessus, qui a pas mal marché. Donc, on s'est dit qu'il y avait une vraie attente autour de ce sujet-là. Donc, on essaiera d'en parler tous ensemble. On parlera des troubles du spectre de l'autisme en partenariat avec le CDG 34. On essaiera de réorganiser une réunion avec l'ANFH, comme on l'avait fait en septembre dernier, qui avait bien fonctionné. On avait beaucoup d'employeurs hospitaliers qui étaient présents. On essaiera de vous parler notamment des futures conventions FIPHFP. Donc voilà, ça sera égrené tout au long de l'année. Réunion plutôt à destination des correspondants handicap, même si vous le savez, c'est toujours ouvert à toutes et à tous. On a aussi notre club des médecins du travail qu'on organisera aussi à 2 reprises, donc un en juillet généralement et un en octobre. Donc vous le voyez, on continuera de reparler de ce sujet du cancer avec eux et notamment on essaiera de s'interroger sur la place et le rôle des médecins du travail et des équipes pluridisciplinaires dans le cadre de l'accompagnement de personnes concernées par le cancer. Nous avons un club DRH qui sera organisé aussi, a priori mai-juin, où on essaiera de parler de la génération Z et du handicap, comment on recrute notamment les publics qui arrivent sur le marché de l'emploi qui sont en situation de handicap. Et puis, vous le savez, on essaye, nous, pour éviter de vous abreuver et de vous noyer sous toutes les rencontres qu'on organise, on essaye aussi d'avoir des réunions un peu ciblées auprès de certains publics. Donc, on a un club des employeurs conventionnés qu'on organise traditionnellement avec le FIP en novembre, qui a eu lieu là il y a quelques semaines. On organise des réunions d'information auprès des membres du service public de l'emploi qui sont nombreux aujourd'hui dans la salle pour leur présenter un peu les particularités, les spécificités de la fonction publique. Donc, ça sera organisé aussi. On a une réunion d'information auprès des nouveaux référents handicap. On organise toujours chaque année une action conjointe avec la GFIP qui est présente d'ailleurs aujourd'hui dans l'amphithéâtre. Donc c'est important effectivement de maintenir et de consolider ce partenariat qui est hyper important, sachant qu'en plus les employeurs publics et les employeurs privés évidemment sont confrontés aux mêmes enjeux en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi des publics en situation de handicap. Bon, il y aura une réunion conjointe qui sera organisée. On a les URRH aussi qui sont organisés l'année prochaine, qui est un moment très important. Alors ce sera au Stade Vélodrome à Marseille. On a une rencontre auprès de l'ensemble des centres de gestion de France qui sera organisée. D'ailleurs, la prochaine arrive la semaine prochaine et on en organisera encore une autre l'année prochaine sur le sujet de l'innovation. On a aussi un petit club des centres de gestion d'Occitanie qui sera organisé. Voilà, je vous passe un peu, je ne vais pas tout vous lister, mais vous voyez, en gros, on a une programmation qui continue d'être relativement riche. On essaiera d'explorer aussi certains sujets, des choses qu'on n'a encore jamais fait. On organisera une réunion auprès notamment des universités, une réunion bien spécifique. On essaiera de faire une petite réunion auprès des conseillers mobilité carrière de la fonction publique pour un peu essayer de les outiller sur le sujet du handicap au travail, puisqu'ils sont relais évidemment d'un certain nombre d'enjeux et de problématiques. Et puis, je ne reviens pas sur ce que Marc a dit, les 20 ans du FIPHFP, on les fêtera tous ensemble le 4 novembre prochain. Le guide sur le fait de mettre en œuvre une politique handicap, quelques actions durant les CPH, on n'y coupe pas. Et puis, on continuera notre petite série de podcasts parce qu'on l'aime bien et puis ça nous permet de vous donner la parole sous un format un petit peu différent. Donc voilà pour la programmation 2025, vous voyez, ça va être relativement dense, on va se revoir plein de fois, en présentiel, en distanciel, donc ça c'est chouette. Et du coup, on vous enverra une petite feuille de route pour que vous puissiez vous inscrire à toutes ces manifestations, ou du moins à toutes les manifestations qui vous intéressent.
voilà, je clôture l'introduction par cette présentation de la feuille de route. Nous vous présenterons aussi le déroulé de ce colloque juste après quelques éléments de contextualisation. Mais nous avons, je vous le dis d'emblée, des intervenants de grande qualité. Et donc, on va les remercier évidemment au fur et à mesure, mais accrochez-vous, ça va être super. Et du coup, juste pour poser, je vous mets la pression, hein. Et du coup, pour contextualiser ce colloque et ce sujet qui est précieux et très important pour nous, évidemment, on vous propose un petit jeu et je vais du coup laisser la parole à Anne-Charlotte. Merci Pierre. Oui, pardon. Ah oui, j'ai oublié de le faire. Eh bien, en fait, je peux faire l'introduction maintenant, le temps, tac, qu'on installe Anne-Charlotte. Bon, voilà, comme ça, vous aurez le déroulé de la journée. Donc, nous aurons quelques éléments de contextualisation, vous l'avez compris, avec Anne-Charlotte dans quelques secondes. Ce matin, nous aurons deux interventions. Nous aurons l'intervention de Alexandra Jover, qui a fondé l'association Sarah et qui va nous parler en fait du contexte, du cancer, comprendre le cancer, quels sont ses impacts à la fois sur la personne, sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle. Voilà, on va essayer d'apprendre des choses ensemble autour du cancer. Ensuite, nous aurons l'intervention d'Isabelle Arnaud-Roy, que vous connaissez pour certains du réseau Handipact, qui est donc DGRH de l'établissement du Capitole, si je ne dis pas de bêtises. Vous vous représenterez mieux tout à l'heure. Voilà, je ne vous en dis pas trop, qui sera notre grand témoin pour cette matinée. Je vous laisse la surprise. Cet après-midi, donc on ira déjeuner, on aura notamment un ESAT qui assurera la prestation de restauration ce midi. Et puis donc en début d'après-midi, nous réattaquerons avec Claire Desarnaud, qui est directrice engagée de We Care at Work, qui viendra nous parler des différents outils, des bonnes pratiques, des acteurs qui sont mobilisables par les employeurs publics sur le sujet de l'accompagnement des agents concernés par le cancer. Et puis, nous clôturerons cette journée par un double témoignage. Céline Vidal et Valérie Laurent qui, voilà, c'est pareil, un témoignage, je ne vous en dis pas trop, mais c'est pour discuter aussi de la place du retour à l'emploi et de la place du manager aussi dans ces parcours de retour à l'emploi. Donc voilà un petit peu le programme et à quelle sauce vous allez être mangé aujourd'hui. Oui, ça on peut passer parce que je suis déjà beaucoup trop long. Merci Pierre. Du coup, pour débuter cette journée, on vous propose de rapides éléments du coup, de contextualisation par rapport à des éléments de définition de données notamment. Donc nous vous invitons à vous connecter sur ce site my.bicast.com. Faites attention de bien mettre MY devant, autrement juste bicast.com, ça a tendance à bugger un petit peu. Et vous verrez en allant sur le site un bandeau violet en haut, on vous demande de saisir un code. Et du coup, c'est celui indiqué à l'écran 33 22 40. Donc mybicast.com, enfin my.bicast.com et le code 33 22 40. Bon, je vois que ça commence à se connecter, donc ça fonctionne bien. Si certains d'entre vous ont des difficultés de réseau ou du mal à accéder, n'hésitez pas autrement à participer avec votre voisin. « 35, 37... » Bon, j'attends encore juste quelques instants pour être sûr que tout le monde soit bien connecté. Tu arrives toi à voir le nombre de connexions? 47. Ah ouais, donc c'est pas mal. Ouais. Bon, et si ça vous va, je vous propose de débuter. De toute façon, ceux qui sont connectés ont normalement déjà la première question à s'être affichée. Donc, le mot cancer nous vient du mot grec karkinos. Selon vous, que signifie ce mot grec? Donc, vous avez 3 possibilités de réponse. 1, maladie. 2, crabe. 3, pissenlit. Alors, pour ceux qui pensent que c'est la réponse maladie, levez la main. Donc, personne ne pense que karkinos nous vient du mot grec maladie. Pour ceux qui pensent que ça vient du mot crabe, ah oui, une large majorité. Et ceux qui pensent que ça vient du mot pissenlit, personne. Eh bien, vous êtes vraiment très forts, puisqu'en effet, ça nous vient du mot crabe. Et c'est donc une maladie qui est décrite depuis l'Antiquité. C'est Hippocrate qui compare ainsi les tumeurs à des crabes, en leur donnant le nom de carcinos, carcinoma. Donc, quand on se pose la question, le cancer, de quoi parle-t-on?
Donc c'est un ensemble de maladies qui est caractérisé par une prolifération incontrôlée de cellules anormales dans le corps. Donc ces cellules peuvent former des tumeurs solides ou envahir le système sanguin et lymphatique, ce qui compromet ainsi le fonctionnement normal des tissus affectés. Selon l'INCA, donc l'Institut national du cancer, sur le plan biologique, le cancer résulte du coup de la survenue d'un dysfonctionnement au niveau de certaines cellules de l'organisme. Et donc sur le plan médical, vous l'aurez compris, le mot cancer désigne en réalité un groupe de maladies très différentes les unes des autres. Nouvelle question. Selon vous, quel est l'ordre de grandeur correct concernant le nombre de nouveaux cas de cancer par an en France? Et on a pris en année de référence l'année 2023 pour laquelle nous avions ces données. Donc 3 réponses possibles. Est-ce que c'est environ 50 000, environ 400 000, environ 950 000? Donc pour ceux qui pensent que c'est 50 000, vous pouvez lever la main. 400 000? D'accord. Et 950 000? D'accord, donc une majorité plutôt de 400 000. Et c'est la bonne réponse en effet. Puisque en 2023, on estime à environ 433 000 le nombre de nouveaux cas de cancer en France, ce qui représente à environ 1200 cas par jour. Donc il faut savoir que les cancers représentent la première cause de décès chez l'homme en France et la deuxième cause de décès chez la femme. En 2021, on comptabilisait ainsi environ 162 000 décès pour l'année, environ 91 000 hommes et 71 000 femmes. Donc si on s'intéresse à la prévalence totale des cancers, qui en fait dénombre le nombre de personnes en vie qui ont eu un diagnostic de cancer au cours de leur vie, donc en 2017, on estime que cette prévalence est de l'ordre de 3,8 millions en France métropolitaine. Et c'est un chiffre qui est en hausse, puisqu'on a un nombre de nouveaux cas de cancer qui a presque doublé pour les deux sexes entre 1990 et 2023, ce qui est notamment dû à l'augmentation du nombre de nouveaux cas et à l'amélioration également de la survie. Troisième question. Selon vous, quelle est la proportion de cancers qui pourrait être évitée en changeant des comportements et des modes de vie? Par comportement et mode de vie, on entend notamment le tabac, la consommation d'alcool, la sédentarité, une alimentation non diversifiée. Est-ce que vous pensez que c'est 1/10 du nombre total de cancers qui pourrait être évité, 1/3 ou la moitié? Donc pareil, par levée de main, ceux qui pensent que c'est 1/10 du nombre total de cancers, ceux qui pensent que c'est 1/3, et ceux qui pensent que c'est la moitié. Donc une majorité pour la moitié, et c'est en effet la réponse correcte. Donc en effet, en changeant des comportements et des modes de vie, donc qui sont listés ici, tabac, alcool, alimentation déséquilibrée, sédentarité, exposition aux rayons UV, on estime que c'est environ 170 000 nouveaux cas de cancer par an qui pourraient ainsi être évités. Petite donnée également en fonction du genre, même si les hommes et les femmes donc, sont exposés aux mêmes risques, les cancers les plus fréquents diffèrent en fonction du genre. Donc pour les hommes, c'est le cancer de la prostate qui est le plus fréquent, suivi par le cancer du poumon et le cancer colorectal. Pour les femmes, c'est le cancer du sein qui est le plus fréquent. Viennent ensuite les cancers colorectal et du poumon. Dernière question pour cette partie introductive. Selon vous, sur l'ensemble des salariés en France, combien sont confrontés à au moins un agent cancérigène dans leur environnement professionnel? Je précise, c'est bien dans l'environnement professionnel. Donc 3 possibilités, 5%, 10% ou 20%. Ceux qui pensent que c'est 5% par levée de main? Personne. 10%? Ouais. Et 20%? Donc moitié de réponse pour 10% et moitié pour 20%. Et c'était bien, en effet, 10%. Donc cette donnée nous vient de la dernière enquête de surveillance médicale des expositions aux risques professionnels de 2017, qui estime en effet que 10% de l'ensemble des salariés de France, soit environ 1,8 million de personnes, sont confrontés à au moins un agent cancérigène dans leur environnement professionnel. C'est une exposition qui n'est néanmoins pas uniforme, puisque 96% des salariés atteints de cancers reconnus d'origine professionnelle sont des hommes, et parmi eux, 80% sont des ouvriers.
Concernant les domaines professionnels qui exposent le plus les salariés à des agents cancérigènes, viennent en premier lieu la maintenance, puis le BTP, puis la mécanique et le travail des métaux. Spécifiquement sur la fonction publique, on a en réalité très peu de données. Donc on sait que, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a environ 400 000 personnes qui apprennent chaque année qu'elles sont touchées par un cancer, et que sur ces 400 000 personnes, 160 000 sont en emploi. On peut alors donc faire un rapide calcul avec voilà, les limites de ce calcul, c'est uniquement pour avoir une donnée approximative. Mais voilà, si on considère qu'environ un employé sur 5 est dans la fonction publique, ça pourrait représenter environ 35 000 agents relevant de la fonction publique qui apprennent chaque année à être touchés par un cancer. Donc voilà, données avec les limites que ça comprend, mais pour avoir un ordre de grandeur. Et voilà pour cette première partie introductive.